Et le mois de mars, mois de la femme, troisième mois de l'année, tire inéluctablement vers sa fin puisque nous sommes le 29 mars 2022. Madame, messieurs, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de Bonjour le Faso. Et c'est toujours avec le sourire que nous vous retrouvons pour l'aventure de ce jour. N'oubliez surtout pas d'être heureux. Alors, pour la rubrique à la découverte 2, vous le savez, nous sommes installés au niveau donc de Tinkodougou. Et à Tinkodougou, nous allons vous faire découvrir la cour royale de Tinkodougou et puis bien sûr la ville de Tinkodougou donc en général dans la rubrique à la découverte 2. La revue de presse est présentée chaque mardi par Bébé Kodio Kambou. Alors aujourd'hui, il sera avec nous. Et comme tous les mardis, lui aussi il est avec nous. Il s'agit notamment de Serge Youssef Ouitrago pour la chronique Un œil sur la société. Aujourd'hui, nous nous intéressons donc à la disparition d'enfants ou aux enlèvements d'enfants. Vous le savez, c'est un phénomène qui est d'actualité au Burkina Faso. Nous allons revenir sur ce sujet et puis avec Serge Youssef Ouedraogo dans la deuxième partie de cette émission. Et dans la première partie de cette émission, vous le savez, juste après la revue de presse, nous recevrons un invité du jour et aujourd'hui nous serons avec un jeune leader politique et par ailleurs coordonnateur régional de Global Young Greens. Il s'agit notamment de M. Souleymane Ouedraogo que nous allons retrouver tout à l'heure pour parler d'actualité nationale et internationale. Installez-vous confortablement. L'aventure débute tout de suite et maintenant à Tinkodougou. Nous partons à la découverte donc de Tinkodougou. Cette semaine, Tinkodougou ou la vieille ville. Donc c'est la signification de Tinkodougou à langue nationale mauré. Et puis il faut dire que c'est la ville vraiment la terre donc des Mossi puisque c'est l'ancienne ville qui regorge encore l'histoire donc de l'ethnie Mouaga. Et aujourd'hui nous allons vous proposer de suivre des témoignages. Hier nous vous avons présenté donc largement Tinkodougou. Aujourd'hui on y va pour le début des témoignages et on se retrouve juste après. Et vous pouvez vous mettre des deux côtés en épargnant la porte. C'est-à-dire que vous pouvez vous mettre comme ça et puis comme cela. Mais ne vous arrêtez pas, voilà, au niveau de la porte. C'est-à-dire, c'est une porte qui ne doit pas être obstruée. Cela veut dire que les ancêtres doivent avoir accès à tout moment au hangar. Et vous voyez, là où c'est surélevé, Sa Majesté s'assoit là-bas pour recevoir les hommages, les salutations et tout ce qui suit. Et les bois que vous voyez, c'est les bois qui comportent le nombre de villages et le nombre de cantons sous sa juridiction. Et les bois que vous voyez, chaque village connaît son bois. Et le jour du vendredi, chacun vient s'asseoir et puis il s'adosse à son bois. Il n'y a pas de raison que tu viennes t'adosser à mon bois. Et chacun connaît, les chefs de canton, les chefs de village, tout un chacun vient, il s'assoit et puis il s'adosse à son bois et puis il est là assis. Donc si tu t'adosses à mon bois, c'est que tu cherches des histoires. Donc le nombre de bois est égal au nombre de villages et cantons sous sa juridiction. Voilà, donc vous voyez le passage là, vous devez laisser le passage, les ancêtres doivent avoir accès à tout moment pour pouvoir au hangar. Ici, seul le palefrénier a accès. Vous voyez que c'est propre. Ce matin, ça a été balayé, nettoyé et le palefrénier lui a donné à manger et il est reparti pour chercher à manger pour lui. Seul le palefrénier a accès ici. Donc si vous rentrez ici, vous pouvez vous balader partout, personne ne va vous poser une question. Mais si vous faites plus de 2 minutes ici, quelqu'un va venir vous dire de déguerpiller. Vous ne le voyez pas, mais c'est surveillé. Palefrénier, c'est celui qui s'occupe, voilà, du cheval. Un petit pareil.
Et vous avez eu plus de présentations de la cour royale donc, de Tenkosgo avec notre guide qui a bien expliqué aux visiteurs du jour donc, certains éléments de la cour royale de Tenkosgo. Il s'agit notamment de sportifs qui étaient en visite au niveau de la cour royale du palais donc, de Tenkosgo. Et Ruben Wilson Kodjo faisait partie de ces sportifs en tant que journaliste sportif bien sûr. Pour la suite de cette émission, nous allons marquer une petite pause musicale. C'est le temps d'installer Bébé Kodjo Kambou pour la revue de presse. Mesdames et messieurs, voici Nabaloum dans son dernier tube, Bla. On reprend. Et comme tous les jours, il est important de s'informer avant de démarrer la journée. Et aujourd'hui, nous recevons Bébé Kodjo Kambou pour la revue de presse. Il est bien installé sur notre plateau. Bonjour à toi, Kambou. Bonjour Abzeta, bonjour à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, pour la revue de presse d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on retient? Alors, déjà, à la une de l'Observateur Palga ce matin, on retient ceci. Les dernières nouvelles du front, 2 infirmiers libérés à Marcoy. À jour J-7, Cheikh Abdoul Hamid Zoungrana prêche pour un accueil réussi de Ramadan. Concession aéroport de Doncin, les syndicats demandent à l'État de larguer Meridiam AMP. Affaire Soutra Imo, la version des propriétaires terriens de Nassau. Centrafrique, dialogue républicain, velléité monarchique. Interpellation Bala Sakandé, le MPP s'interroge. Donc voilà pour les titres qu'on peut lire ce matin à la une de l'Observateur Palga. À la une du quotidien Le Pays, on lit ceci. Lutte contre la corruption au Burkina. La transition pourra-t-elle mettre fin au mapartisme? Conseil d'État, Jean-Baptiste Ouedraogo installé dans ses fonctions de premier président. Dans la rubrique Mardi politique, c'est Mélégué Traoré, ancien président de l'Assemblée nationale, qui est à l'honneur. Et il déclare ceci. Le problème du Burkina, ce sont les hommes, la qualité de l'élite politique, les régimes, c'est à lire donc à la page 2. Litige foncier à Bobo, Abdoul Service International l'emporte sur Soutra Imo devant les propriétaires terriens. Dans la rubrique Révélation de Le Pays ce matin, on lit Réseaux sociaux, l'ex-ministre de la Sécurité, Maxime Koné, compte ST en justice. Et dans la rubrique ActuFoot pour terminer, Algérie-Cameroun, les billets revendus à des prix exorbitants. Et nous voyons à présent la une de Aujourd'hui au Faso. Et on lit ceci. Assise nationale en Guinée, une tentative de catharsis qui divise dès le départ. Meurtrier combat, CSP et IGS à Gao et Ménaka, du plomb dans le comateux accord d'Alger. Sécurité alimentaire au Burkina, le gouvernement cherche des solutions. Conseil d'État, le premier président et les commissaires du gouvernement prêtent serment. Remise d'un gros lot PMUB, une parieuse de bobos en poche, 96 665 000 francs CFA. Voilà pour les titres à la une de Aujourd'hui au Faso. La une du quotidien, Le Quotidien à présent. Conseil d'État, le Premier ministre à l'audience solennelle de prestation de serment du premier président. Mendicité dans la rue, dans la ville de Ouaga, la rue devenue une entreprise. L'Onabé Bobo, Agiata Sano en poche, 96 665 000 francs CFA. Gendarmerie de Boulméougou, Ouaga, des manifestants exigent la libération d'un des leurs. Et nous partons du côté de Bobo Dioulasso pour voir la une de l'Express du Faso à présent. À la une de l'Express, on lit ceci. Bobo Dioulasso, encore du poisson pourri dans nos assiettes. Dans la rubrique Autant le dire, on lit ainsi. Ils sont déjà en train de torpiller la transition. Lutte contre l'insécurité au Burkina. Un magistrat du TGI de Bobo propose la barque du destin. Au palais de justice de Bobo, la liberté provisoire refusée à l'avocat. Conseil d'État, 2 magistrats ont pris fonction. Et dans la rubrique Tribune de l'Express ce matin, on lit interpellation du président du MPP quand la transition met en garde.
Et nous terminons par la une du quotidien d'État citoyen. Et on lit ceci sur cette une ce matin. Finances publiques, les acteurs satisfaits de la gestion 2021. Foire intra-africaine 2023, plus de 20 000 participants attendus à Abidjan. Conseil d'État, le premier président, Jean-Baptiste Ouédraogo, prête serment. Lutte contre l'insécurité alimentaire, les comités de prévision se concertent. Match amical Belgique-Burkina Faso, les étalons promettent une opposition âpre ce soir. Dans la rubrique trait de plume pour terminer, Ghana, une économie sous pression. Voilà ce que nous apprennent les quotidiens que nous avons sous la main ce matin à Bzeta. Merci à toi, Kambou. Et retour sur quelques sujets d'actualité. Le premier, pour commencer, on s'intéresse au cas de l'insécurité, mais quand même une bonne nouvelle pour aujourd'hui. On parle de 2 captifs libérés à Makoy. C'est bien cela, et comme l'a dit le journal Le Pays ce matin dans l'article sur ces sujets-là, les bonnes nouvelles ne viennent pas tous les jours du front, et quand nous avons des bonnes nouvelles, nous devons en parler. Oui. Donc, c'est bien cela, 2 captifs ont été libérés. Donc, alors, ce sont tous des infirmiers, donc une femme et un homme qui ont été donc libérés. Il faut rappeler que ces 2 infirmiers étaient en captivité depuis le 17 décembre 2021. Donc, ils servaient donc à Bandiega Gourmanché, c'est près de Seitenga, dans la province du Séno. Alors, pour ce qui concerne les circonstances de cette libération, il n'y a pas eu de communication là-dessus, c'est ce qu'il faut dire. On ne sait pas si c'est suite à des combats que l'armée a pu libérer ces deux captifs, ou bien si ces captifs ont été libérés puis récupérés après. Il n'y a pas de communication pour l'instant là-dessus. Ce que l'on sait, c'est que les 2 ont été accueillis hier, donc, puis ils ont été héliportés par l'armée, et ils ont été accueillis par des membres du gouvernement, dont le ministre porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, qui avait à ses côtés le ministre de la Santé et le ministre en charge de l'action humanitaire. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Et le ministre porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo, à l'accueil, a laissé entendre que cette libération a été possible grâce à une stratégie de l'armée sur laquelle on ne peut pas communiquer, bien sûr. Mais ce qui est rassurant et qui donne de l'espoir, c'est qu'il dit que c'est une stratégie qui permettra de libérer d'autres Burkinabés bientôt. Donc voilà pour ce qu'on peut dire à propos de la libération de ces 2 infirmiers qui étaient en captivité depuis le 17 décembre 2021, comme je l'ai dit. On imagine la joie pour les familles de ces 2 fonctionnaires donc, qui étaient enlevés depuis 2021. Et quand on écoute également le ministre Lionel Bilgo, bon, ça donne, on peut dire que c'est une libération qui donne de l'espoir à tous les Burkinabés. Tant mieux. Là, on part à Bogandé, TGI de Bogandé, c'était le service minimum hier. Oui, c'est le quotidien Le Pays qui nous l'apprend ce matin. Et le quotidien Le Pays cite l'agence d'information du Burkina Faso, AIB, et qui a pu constater que hier, au tribunal de grande instance de Bogandé, il y avait seulement 2 services fonctionnels, à savoir le service de greffe et le bureau d'un juge au siège. Donc, 2 services seulement fonctionnels. Voilà pourquoi on parle de service minimum hier. Alors, et selon l'agence d'information du Burkina Faso cité par Le Pays ce matin, c'est que ce fonctionnement minimum du TGI de Bogandé serait dû à la dégradation de la situation sécuritaire ces dernières semaines dans la province donc, de la Nyanya. Voilà ce qu'on peut dire. Alors, Bogandé ne sera pas peut-être ou n'aura pas été, si peut-être le TGI venait à fermer complètement, Bogandé n'aura pas été la première ville où la justice est acquittée du fait de l'insécurité. Il y a déjà d'autres zones dans le Sahel burkinabé où la justice ne fonctionne pas. Pour faire par exemple au casier judiciaire, il faut venir à Ouaga parce que les services judiciaires sont déportés à Ouaga du fait donc de l'insécurité. Donc, ça fera partie peut-être des effets de l'insécurité que nous vivons et tout le peuple burkinabé fonde l'espoir sur les nouvelles autorités pour s'en sortir bientôt. Bien sûr. Et 3e sujet, on parle toujours de l'interpellation du président du MPP, Bala Sakandé. Le MPP, son parti du moins, c'est l'ex-parti au pouvoir qui s'interroge.
Oui, c'est à travers un communiqué du secrétariat à l'information du MPP, donc que on peut entrevoir cela. Donc ces interrogations, en tout cas du parti, du MPP, dont le président a été donc interpellé dimanche, on se le rappelle. Alors, dans le communiqué, le secrétariat à l'information du MPP parle un peu de ce qui est reproché à Alassane Bala Sakandé, puisque dans le communiqué, on entrevoit qu'il y a eu quand même une délégation du parti qui s'est rendue à la gendarmerie, en plus des avocats, pour donc assister le camarade en question. Alors, ce qui est dit, c'est qu'il lui est reproché d'avoir animé une conférence de presse qui constituerait une sorte d'activisme politique débordant. C'est le premier grief, si on peut le dire ainsi. Et ensuite, on lui reproche, selon ce que dit le secrétariat à l'information du MPP, d'avoir parlé du caractère républicain de l'armée, ou d'avoir en tout cas rappelé le caractère républicain de l'armée, et ensuite d'être à l'origine des écriteaux en ville qui demanderaient la libération de Roch-Marc Christian Kaboré. Donc dans ce communiqué-là, le secrétariat à l'information du MPP dit n'être pas être au courant qu'une conférence de presse pouvait être qualifiée d'activisme politique débordant, et par conséquent demande aux autorités de la transition de clarifier cette notion d'activisme politique débordant, pour que tout le monde sache ce qu'il faut faire, ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Voilà un peu. Donc l'interrogation principale ici, c'est de ne pas savoir ce que renferme le terme ou l'expression activisme politique débordant. Parce qu'on se rappelle que lorsque le président Damiba s'est installé premièrement à Kwasiam et qu'il recevait un peu les différentes composantes de la nation, il a reçu la classe politique et cette mise en garde leur avait été faite. Il leur avait été demandé à toute la classe politique d'éviter le militantisme débordant pendant la période de transition. Donc, en fait, c'est un rappel de cette interpellation de Bala Sakandé ressemble un peu à un rappel de cette mise en garde, et le MPP aimerait avoir plus de clarification sur ce que renferme cette terminologie ou ce terme, militantisme politique débordant. Parce que pour le MPP, le MPP dit ne pas savoir qu'une conférence de presse entrait également dans ce cadre. Donc, c'est un peu ce qu'on peut dire par rapport à ce communiqué du secrétariat à l'information du MPP qui s'interroge sur l'arrestation d'Alassane Bala Sakandé. Tout compte fait, il a regagné son domicile. Il a regagné son domicile, oui, le même jour. Voilà. Et pour terminer, on parle de ces allégations sur l'arrestation de Maxime Koné. L'ancien ministre compte porter plainte. Oui, c'est ce qu'on peut dire parce que c'est le même jour, le jour où, le dimanche, au moment où le président du MPP, Alassane Bala Sakandé, était en audition à la gendarmerie, il y avait eu une publication sur les réseaux sociaux qui faisait cas également de l'arrestation de l'ancien ministre en charge de l'administration territoriale et de la sécurité, Maxime Koné, qui est également un cadre du MPP, de son arrestation donc à Nouna par des militaires. Donc l'intéressé dément cette information et compte porter plainte contre les auteurs de l'information. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire. Il n'a pas été arrêté parce que lui-même il est dément et compte déposer plainte contre les auteurs de cette publication sur les réseaux sociaux. Bon, comme quoi les fake news. Ah oui, les fake news sont à combattre et cela vient rappeler encore que bon, lorsque vous publiez une information sur les réseaux sociaux dont vous n'êtes pas sûr, ça peut vous amener en justice. Voilà. Même si vous n'êtes pas peut-être condamné, mais vous allez perdre votre temps pour aller répondre. Et ça déjà, je crois que c'est pas bien quoi, pour toute personne. Bien sûr. Oui. D'accord. Merci à toi. Peut-être avant de terminer, on peut parler de ce match des étalons ce soir. C'est ce soir? C'est ce soir, okay. À partir de 18h45. Donc, le deuxième match amical des étalons dans le cadre des journées FIFA. On se rappelle déjà le premier match, le premier match contre le Kosovo où nous avons perdu 5-0. Oui. Donc, quand on écoute un peu les acteurs, on sent que les étalons ont envie de se rattraper ce soir.
Donc peut-être occasion pour tous les Burkinabés de croiser les doigts et prier pour éviter encore une autre humiliation. Parce que ce qui s'est passé contre le Kosovo, c'est une grosse humiliation. Et nous devons peut-être prier pour éviter une autre humiliation. Alors, c'est comme on peut dire, ce qui est rassurant, c'est que certains cadres qui étaient absents lors du match contre le Kosovo ont rejoint l'équipe. Je vais parler par exemple du gardien Hervé Kofi Kwaku, donc qui sera là ce soir. Je vais parler également du capitaine Bertrand Traoré qui sera là ce soir. Du milieu de terrain, Blati Touré qui sera là aussi. Et de Issoufou Dayo à la défense qui sera là. Ces quatre-là n'étaient pas là au match passé. Je crois que ça a été... leur absence a été pour quelque chose dans cette défaite. Parce que, bon, lorsque vous êtes un nouvel entraîneur comme Oscar Barreau et votre premier regroupement, vous n'arrivez pas à avoir tous les joueurs que vous avez convoqués pour pouvoir mettre en place l'équipe type souhaitée. Il va de soi que c'est difficile, mais quoi qu'il en soit, la défaite de 5-0 ne saurait être tolérée. Parce que si on a appelé peut-être 29 joueurs, si je ne me trompe pas, c'est parce que tout le monde était compétent, même s'il y a des absences, on devrait pouvoir éviter une telle défaite. Bon, ça c'est du passé. Ce que nous souhaitons, c'est que le match de ce soir qui va commencer à 18h45, que les étalons ne se fassent plus humilier ou ne fassent plus humilier le Burkina Faso parce que c'est vrai, la Belgique c'est la première nation de football actuellement selon le dernier classement FIFA qui date du mois de février. Donc oui, c'est la première nation de football dans le monde, selon le dernier classement de la FIFA février 2022. Oui, alors que le Kosovo, qui nous a battu 5-0, était la 109e nation de football, pendant que nous sommes 56e nation de football dans le monde. Donc, mathématiquement, on devrait s'attendre à une défaite, mais on le dit toujours, football n'est pas mathématique. On peut espérer que ce soir, on va pouvoir, je ne sais pas, laver notre visage en arrachant peut-être ne serait-ce qu'un match nul. Ça nous fera oublier peut-être l'humiliation contre le Kosovo. Parce que mathématiquement, c'est nous qui devrions gagner le Kosovo. Bien sûr, si nous sommes 56e et qu'ils sont 109e, voilà, on pourrait s'attendre à une victoire. Mais le football n'est pas mathématique et le football, c'est surtout la forme du moment qui compte. Voilà. Et peut-être même que la Belgique, qui est première nation du football, peut ne pas être en forme ce soir et que voilà, les étalons qui sont 56e vont les battre, pourquoi pas. Dans tous les cas, c'est sur le terrain que ça se joue. Et il faut surtout prier pour éviter une autre humiliation. Et quand on écoute les acteurs, ils en sont conscients, et l'entraîneur, et tous les joueurs que j'ai écoutés jusque-là, tout le monde est conscient du fait qu'il faut mouiller les maillots pour éviter encore une autre humiliation au Burkina. Nous espérons que ça sera le cas. Même si ce sont des matchs amicaux, c'est important. C'est important parce que ça compte pour le palmarès. Et voilà, ce sont des journées FIFA. Donc ça compte pour le palmarès. Et c'est pas bon, des défaites comme ça, c'est pas bon pour l'honneur du pays. Vous avez vu la Côte d'Ivoire qui a un peu fatigué la France à domicile. Le match s'est joué en France, le match amical, mais la Côte d'Ivoire a marqué le premier but. Oui, il s'est fait rattraper par la suite. Et bon, a fini par craquer presque dans les arrêts de jeu. En fin de match, ils ont encaissé un deuxième but qui a fait que le match s'est soldé à 2-1 en faveur donc, de la France. Voilà. Et la Côte d'Ivoire, je crois, doit croiser aussi l'Angleterre ce soir. En tout cas, quand c'est comme ça, ça rassure. Ça rassure pour une équipe qui veut aller à la CAN 2023 et faire de bons résultats. Parce que la Côte d'Ivoire accueille par exemple la CAN 2023. Donc, aller titiller la France à domicile, ça rassure. Voilà, ça rassure les Ivoiriens, ça rassure également l'équipe, ça rassure les footballeurs qui comptent, voilà, ne pas faire la figuration à domicile en 2023. Mais si vous devez vous préparer pour la CAN 2023 et que vous encaissez des 5 buts sans en marquer aucun, c'est pas bon pour le moral. Bon, voilà. Écoute, bonne chance. On espère que ça ira. Ils vont se rattraper ce soir. Qu'ils se rattrapent, ouais, on attend cela. Merci, reste avec nous. Nous allons faire le tour de quelques vides d'affaires pour découvrir ce que nous réserve Dame Nature aujourd'hui. La société IP+, vous offre la météo des affaires.
météo des affaires vous a été offerte par la société IP+, le numéro 1 du haut débit. Maman, 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 merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour ma vie. Maman, merci beaucoup. Maman, 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 merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour ma vie. Maman, merci maman. Tu m'as porté dans ton ventre pendant 9 mois. Merci maman, 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 maman. Merci beaucoup. Maman, maman, maman. Merci beaucoup pour tout ce que tu as fait pour ma vie. Maman, merci maman. Tu m'as élevé, tu m'as éduqué, tu m'as conseillé. Merci maman, 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 maman. Merci beaucoup. Moi je pissais, moi je chiais, moi je pleurais. Oui, c'est toi, malgré cela, tu me prenais dans tes bras en disant bébé, ne pleure pas, je t'aime beaucoup. Merci maman, merci beaucoup. Maman, 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 merci maman pour tout ce que tu as fait pour ma vie. Maman, merci maman. Nous poursuivons avec cette émission et comme annoncé, notre invité est bien installé sur ce plateau, virgule, et on le découvre juste après. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Souleymane Ouedraogo. Il est un jeune leader politique. Il est par ailleurs coordonnateur régional de Global Young Greens. Il est notre invité de ce jour. Bonjour à vous, M. Ouedraogo. Bonjour, madame. Merci d'être sur notre plateau. Avec vous, nous parlons de l'actualité nationale, mais avant, on va mieux vous connaître. Vous êtes justement le coordonnateur régional de Global Young Greens. Est-ce que vous pouvez, pour commencer, nous parler donc de Global Young Greens? Alors, merci bien, madame, pour l'opportunité que vous m'offrez à travers donc votre chaîne. Mais avant, permettez-moi de dire un grand merci à tous ceux qui se sont mobilisés pour la réussite du doigt de mon père. Et c'est d'ailleurs pourquoi je voudrais donc m'incliner sur la mémoire de celui-là même qui m'a mis au monde. Et merci à tous ceux-là qui sont mobilisés ce dimanche 27 mars pour donc nous accompagner pour le doigt. Alors, pour revenir à votre question, effectivement, je suis Souleymane Ouedraogo, coordonnateur régional de Global Young Green et pour l'Afrique, parce que Global Young Green est une organisation mondiale des jeunes verts composée donc de femmes et hommes, et nous intervenons essentiellement dans 4 continents, notamment l'Afrique, l'Asie-Pacifique, l'Europe et l'Amérique. Donc, nous tenons également des congrès chaque 3 ans. Et Global Young Green travaille avec des jeunes verts issus donc des partis politiques et également avec des activistes du domaine donc de l'environnement et écologistes, et aussi des associations, parce que nous n'avons pas les mêmes réalités à travers le monde.
Nous avons des pays où nous sommes représentés à travers des partis politiques, mais nous avons aussi des pays où nous sommes représentés par des activistes. Là, quand vous parlez de jeunes verts, qui est-ce qu'on appelle jeune vert? Alors, un jeune vert, c'est quelqu'un qui épouse l'idéal donc des écologistes, celui-là qui se soucie donc de la justice climatique, celui-là qui parle environnement, celui-là qui se bat au quotidien pour la préservation de notre cadre de vie et également qui travaille à conscientiser, ça veut dire sa communauté autour de lui. Et ça veut dire que Global Young Greens milite pour la protection de l'environnement? Nous allons au-delà de l'environnement, Okay. parce que nous travaillons pour aussi la démocratie, la justice sociale, la non-violence à travers le monde. Et nous avons été d'ailleurs accrédités par la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, pour prendre part à la dernière COP qui vient de se tenir en Écosse, où nous avons été associés en tant qu'observateurs. Ce qui veut dire que notre champ d'action va au-delà de la question environnementale, mais nous sommes aussi sur d'autres champs que nous aurons l'occasion notamment de développer. Et en tant que coordonnateur régional de cette structure, qu'est-ce que vous, concrètement, vous faites au niveau du Burkina Faso, par exemple? Alors, le coordonnateur régional est celui-là même qui sert d'interface entre Global Young Green et les autres parties sur l'échiquier, sur le plan continental. Alors, sa mission première, c'est non seulement de fédérer les jeunes verts issus donc de ces différents pays-là à travers des réseaux, à travers une fédération, à travers des regroupements pour justement passer le message, sensibiliser et inviter d'autres jeunes également à rejoindre ces fédérations et travailler à mettre en place des associations ou des partis politiques si des ambitions sont claires pour que, en tout cas, nous puissions être implantés dans le continent. Mais il faut rappeler que vous êtes également leader politique, un jeune leader politique, vous militez dans un parti politique. Exactement. Alors, on va parler de l'actualité, puisque l'actualité au Burkina Faso aussi vous intéresse. Et depuis janvier donc dernier, c'est un coup d'État qui a eu lieu au Burkina Faso. Aujourd'hui, c'est une transition qui est en marche avec notamment pour président le président Damiba, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Que pensez-vous en général de cette tournure historique du pays des hommes intègres? Alors, moi je dirais que c'est une catastrophique. Catastrophique parce que, vous savez, il y a un analyste qui faisait donc les statistiques et qui disait qu'en 62 ans d'indépendance, nous avons connu 50 ans de règne militaire et 12 ans de règne civil. Moi, je dirais que nous avons connu seulement que 6 années de règne civil. Parce que quand vous prenez même le pouvoir qui a été géré par Roch, a été en majorité géré par les militaires. Et donc, on s'en tiendra donc aux 6 années de Maurice Yamero, père fondateur. Et donc, c'est pour dire également que le chef de l'État, Sandaogo Damiba, a du pain sur la planche. Parce que ce que nous attendons de cette transition, c'est une orientation claire qui définit des stratégies de sortie des crises, des stratégies pour rétablir l'intégrité du territoire, pour permettre également à tous citoyens burkinabés, où qu'ils soient, qui qu'ils soient, de pouvoir vaquer librement à ses occupations. Je vais prendre le cas de Dori. Après Dori, vous ne pouvez plus emprunter l'axe qui relie Dori à Kongoussi, parce que vous êtes obligé de passer par Arbinda, Gaïkungweta, et avant d'arriver. Et nous avons près de 190 km. Et aujourd'hui, ce territoire est vide. Vous allez aujourd'hui à Fada. Vous prenez la zone de Kelbo,
Foutouri, c'est des zones déguerpies où on ne parle plus des villages. On revient au nord avec Tiou, avec même après Kalsaka, tout ça, c'est occupé par les forces du mal. Donc, madame, je crois que il y a du pain sur la planche, comme je l'ai dit. Il y a du pain sur la planche, selon vous. Et pour certains observateurs aussi, c'est justement la montée de l'insécurité qui a emporté l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré, qui n'a pas su gérer certainement la question sécuritaire. Que pensez-vous de ça? Vous savez, la prise du pouvoir par le chef de l'État actuel, Damiba, n'a pas été du tout préparée. N'a pas été du tout préparée. Tout simplement parce que M. Damiba devait nous sortir un calendrier. Si c'était vraiment préparé, sorti comme je l'ai dit au départ, nous sommes là pour... parce que, comme il a déjà dit, il a juste abordé la question sécuritaire, mais au-delà de la question sécuritaire, nous avons d'autres problèmes. Quand vous prenez l'éducation, quand vous prenez même le chômage, quand vous prenez même la santé, quand vous prenez même nos accords politiques, nos accords avec... Est-ce qu'il n'y a pas de priorités aussi? Oui, mais écoutez, les priorités, je sais qu'aujourd'hui, tout le monde parle là donc de la question sécuritaire, mais au-delà de la question sécuritaire, il ne faut pas oublier que ceux-là qui ont quitté ces zones-là doivent vivre. Leur réinsertion professionnelle, on fait comment? Il ne s'agit pas de leur envoyer un sac de riz ou quelques comprimés, mais il faut penser à la réinsertion professionnelle. Aujourd'hui, ce sont des étrangers dans leur propre pays, où ils sont des déplacés internes. Et parfois même, ils ne sont pas acceptés dans certaines communautés. Donc, voilà autant de questions qu'on devait véritablement se poser. Voilà. Comment est-ce que, en tout cas, le chef de l'État va pouvoir trouver une issue favorable? Tout compte fait, c'est un nouveau pouvoir en place. Et selon vous, quelles doivent être peut-être les priorités aussi ou les missions urgentes de ce nouveau pouvoir? Les missions urgentes. Que le chef de l'État nous dise. Nous avons longtemps été, je dirais, manipulés. Je ne citerai pas de nom. Tout le monde le sait, par certaines forces, par certaines puissances. C'est de dire, soit on rompt avec ces États, ces puissances, pour redéfinir notre départ. Avec des pays, avec des puissances qui pensent au Burkinabé. Avec des puissances qui pensent à notre intégrité, qui pensent à la souveraineté du Burkina Faso. Parce que nous ne méritons pas ce qui arrive aujourd'hui. C'est au chef de l'État de dire, nous avons tel pourcentage de déplacés dans telle zone. Voilà comment est-ce que nous allons travailler à réinsérer, ne serait-ce que les bras valides, les jeunes. J'ai eu cette opportunité de travailler justement auprès de ces déplacés internes. Mais quand on regarde un peu le système en place, ce n'est pas un système qui peut sortir ces populations de la mendicité. Parce qu'on vient avec un sac de riz aujourd'hui, on vient avec 10 bidons d'huile, et c'est la continuité. Je crois que le plus important, c'est de travailler à sortir ces populations de l'attente, de l'aide du gouvernement et même des soutiens extérieurs. Et ça passe nécessairement par une stratégie qui va vraiment contribuer à réinsérer ces personnes-là à travers des activités. Vous pensez qu'il vaut mieux leur trouver quelque chose à faire? Oui, justement. Parce que aujourd'hui, quand vous prenez le cas des déplacés internes, c'est comme le Burkina Faso dans sa globalité, qui attend que des soutiens extérieurs. Parce que quand vous regardez Assimi Goïta, quand il est arrivé au pouvoir, il a été clair. Toutes les forces vives ont été invitées. Il a dit, bon, voilà, c'est que nous voulons pour le Mali. Si nous échouons, si la transition échoue, c'est la jeunesse du Mali qui a échoué. Et il a défini clairement. Et jusqu'aujourd'hui, les gens pensaient pouvoir étouffer le Mali. Mais le Mali va bon train. Mais vous savez que aussi, que
parler comme ça ou avoir d'autres visions, c'est vraiment aussi prendre des risques. Est-ce qu'on est sûr que le peuple, par exemple pour le cas du Burkina Faso, si on ferme donc certaines collaborations ou si on doit se sacrifier, est-ce que les Burkinabés sont prêts au sacrifice? Le bonheur ne s'acquiert pas sur plateau d'or. C'est après des efforts, c'est après des sacrifices. Et donc, si nous voulons le développement, si nous voulons nous libérer de cette domination, naturellement, on doit partir de là. Et ça fait très mal. C'est douloureux. Revenons toujours à l'actualité. Vous savez que l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré est en résidence surveillée selon donc les militaires au pouvoir. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus des voix qui s'élèvent pour demander sa libération. Alors récemment, c'était son parti donc le MPP, et on a vu des jeunes aussi sortir pour demander sa libération. Ensuite, la CEDEAO. Alors, selon vous, est-ce que on doit libérer l'ex-président Roch-Marc Christian Kaboré? Qu'est-ce qui doit se passer? Je sais pas, mais ce que je peux dire déjà concernant cette détention, c'est une détention illégale. Illégale pourquoi? Je ne suis pas du tout juriste, mais quand on détient ou quand on arrête quelqu'un, il faut qu'on avance des preuves. Il faut qu'on avance des éléments qui étayent un peu les raisons de sa détention. Alors, jusqu'à preuve de contraire, nous n'avons pas eu d'éléments qui culpabilisent le chef de l'État pour quoi que ce soit pour être en résidence surveillée. Moi, je n'appelle même pas ça résidence surveillée parce que si aujourd'hui on vous perdez, ou si vous perdez le pouvoir, vous prenez... Je prends le cas de Blaise Compaoré en 2014. Quand il y a eu l'insurrection, Blaise Compaoré déjà le 31 a pris son vol quitté, mais les gens ont commencé à dire non, qu'il a chassé, et pourquoi il est parti, c'est chez lui. On lui a dit de laisser le pouvoir et non quitter le pays. Voilà. Donc, ce qui veut dire que il a vu juste. Voilà qu'aujourd'hui, nous n'avons aucune preuve, aucun élément d'infraction contre le chef de l'État. Et même si cela existait, on pouvait passer par la voie juridique pour dire voilà les raisons pour lesquelles nous arrêtons le chef de l'État. Et c'est pas en 2 mois. Je pense que ça fait maintenant 2 mois, quelques jours que le chef de l'État est illégalement détenu par ces personnes. Et moi, je dis que c'est pas normal. C'est pas normal. Et vous parlez toujours politique. On sait que ces temps-ci, il y a des démissions enregistrées ça et là, donc au niveau des partis politiques, le MPP, l'UPC et d'autres partis. Pour le cas, par exemple, du MPP, est-ce que ces démissions sont logiques? Ça, c'est terrible. C'est terrible parce que quand vous regardez la politique au Burkina Faso, en Europe, parfois on cherche même des candidats, des politiciens, et on n'en trouve même pas. Mais au Burkina Faso, on a l'impression que la politique, c'est la finition de certains. La politique, c'est sans état d'âme. La politique, c'est sans morale. La politique, c'est sans la honte. Et c'est ce que nous venons de constater. Et ce n'est pas maintenant. Et depuis 2014 à maintenant, c'est ce qu'on assiste au Burkina Faso. Et je me demande, qu'est-ce que nous réservons à nos enfants? Quelle est, je dirais, cette leçon qu'on laisse à nos petits frères, à nos enfants? Qu'est-ce que ces personnes-là nous laissent à nous, jeunes leaders politiques? Aujourd'hui, vous êtes dans un parti politique, moindre problème, vous démissionnez. Ce qui veut dire qu'au départ, il n'y avait même pas de vérité dans tout ce qui était en train d'être fait. Sinon, je ne peux pas comprendre qu'en 2 mois, qu'il y ait vraiment déjà une organisation qui conduit véritablement à des démissions de la sorte. Et
je sais qu'ils vont se trahir aussi, ça c'est clair. Parce que ils ont des agendas cachés pour 2025 ou 27, je ne sais pas. Mais bon, wait and see, comme on le dit, on attend de voir. Et je crois que déjà ça c'est très mal parti et c'est très mauvais pour notre pays. Pour ceux-là qui pensent que faire la politique, c'est vraiment le romantisme politique. Et tout compte fait, hein, l'Assemblée législative de la transition est installée maintenant, après des tractations bien sûr. Le gouvernement aussi est connu depuis bien longtemps. Alors, que pensez-vous de la configuration de ces deux institutions? Avant de parler de la configuration de l'Assemblée législative, donc de la transition, j'aimerais d'abord revenir sur la composition même du gouvernement, que d'ailleurs je trouve composite, parce qu'on a dans ce gouvernement-là des femmes, des jeunes, des personnes âgées, pour ne pas dire des vieux, tels que Yero Boni, qui a en tout cas montré ses preuves. Nous attendons de voir ce qu'il va nous proposer aussi, parce que la réconciliation, c'est aussi un point à l'ordre du jour. Et ce que je voudrais dire par rapport aussi à ça, c'est que quand vous prenez par exemple un homme comme Bassolma Bazié, qui est vraiment un homme complet, hein, et intellectuellement et en matière de formation et tout ça, et il y a une chose qu'il faut retenir, c'est comme un mathématicien qui saute et qui tombe. Ce qui veut dire qu'il a calculé la vitesse, il a calculé la portée, mais il n'a pas calculé l'environnement d'atterrissage. Et parfois, ça peut être glissant, ça peut être sur de l'argile et vous pouvez tomber. Donc, c'est pour dire que Bassolma Bazié, il peut être un très bon syndicat, il peut être un très bon défenseur, en tout cas, de la minorité, mais face à lui, il peut aussi se heurter parce que là, il s'agit donc de politique et il y a beaucoup de choses à dire. Pour revenir à l'Assemblée législative de la transition, et là également, on retrouve quand même plusieurs casquettes. Hein. Là-bas, effectivement, on retrouve plusieurs casquettes, même des mécaniciens, et des voilà, étudiants, des étudiants, élèves, des commerçants. Bon, on se demande, est-ce que véritablement, c'est bien d'essayer en tout cas, mais véritablement, pour une transition, je me dis qu'est-ce qu'ils vont apporter, parce que ils auront beaucoup aussi à faire. Nous avons des élections, en tout cas dans 3 ans, il faut travailler sur des tests et tout ça. Mais bon, je crois que à l'intérieur, il y a des doyens qui ont de la matière, qui pourront justement accompagner ces jeunes-là. Mais j'aimerais m'appesantir un peu sur la composition, la répartition. Par exemple, vous prenez la majorité présidentielle avec 2 postes. Vous prenez l'ex-opposition avec 2 postes, 30-40 partis. Bon, je crois que pour quand même des raisons de morale ou des trucs, moi j'aurais voulu que ces 2 composantes-là disent non, c'est bien, trouver d'autres formations pour occuper ça, que ces 4 postes-là. Parce que je trouve que c'est peut-être la provocation ou créer même d'autres divisions dans ce groupe-là, parce que tirer 2 personnes dans 100 partis politiques, je me demande, hein, ça c'est pas simple. Mais ils ont réussi quand même, donc tout compte fait. Oui, ils ont réussi, mais c'est ce qu'on vous a présenté, mais en bas, il y a des frustrés. C'est vrai qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde, mais il faut souvent aussi mesurer avec la taille pour une équité aussi, c'est très important. C'est quelque chose aussi qui s'est passé en 2014 avec l'ex-parti au pouvoir, le CDP, et ses alliés qui avaient bénéficié de 10 postes et les autres 30-35. Vous voyez que c'est inégalement réparti et le CDP à lui seul avait pris 6 postes, donc, et les autres partis qui étaient avec le CDP 4 postes. Donc vous voyez comment c'est pas quand même juste. Voilà. Tout comme monsieur que notre temps est terminé, les organisations de la société civile aussi sont représentées au niveau de cette assemblée législative de la transition. Il le fallait, non? C'est des mangeurs. C'est tout ce que je peux dire. Les OSC? Les OSC. Vous savez, les OSC, les syndicats, c'est pour contrebalancer le pouvoir. Donc, si nous sommes tous à la soupe, je me demande comment est-ce que nous allons maintenant dire à M. Damiba, attention, ici, il y a trou. M. Damiba, non, ici, il fait noir. Ici, les gens n'ont pas mangé. Merci à vous. On aura d'autres occasions parce que notre temps d'entretien est terminé.
Merci beaucoup et merci à Savane TV pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que nous recevions comme invité M. Souleymane Ouedraogo, jeune leader politique et par ailleurs coordonnateur régional de Global Young Greens. C'est ici qu'on s'arrête pour l'entretien du jour. Et pour accompagner notre invité, nous marquons une petite pause, le temps de retrouver d'autres. On va avec cette émission et aujourd'hui nous recevons Françoise Sedogo, maquilleuse professionnelle. Vous la connaissez notamment donc sous cette casquette-là, mais il faut rappeler qu'elle intervient aussi dans le domaine de l'humanitaire, de l'entraide. Et aujourd'hui, elle a une activité qu'elle organise avec une coalition de femmes. Il s'agit d'une collecte de serviettes hygiéniques, de savon et de paille pour les personnes déplacées internes, notamment les femmes. Nous allons en parler tout à l'heure avec elle. Bonjour Françoise Cédro. Bonne arrivée. Merci. Comment allez-vous? Ça va bien. Et c'est toujours un plaisir donc de vous recevoir sur notre plateau. Je le disais tout à l'heure, maquilleuse professionnelle, mais vous ne faites pas que ça. On sait que plusieurs fois, on vous a vu mener des activités pour aider les personnes en difficulté, notamment distribuer des repas pour Noël aux enfants en situation de rue. Et là, vous êtes là pour parler d'une activité que vous organisez avec la coalition donc des femmes. Il s'agit d'une collecte de serviettes hygiéniques, paille et savon. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer cette collecte? Bonjour et bonjour Savane TV, bonjour à tout le personnel. Merci encore, merci. Je ne finirai jamais de vous dire merci. J'ai lancé la collecte parce qu'on a été dans des localités pour faire des dons. Et quand on est allé, j'ai vu dans la précarité où les femmes vivent dans une précarité vraiment qu'on ne peut pas décrire parce que d'autres n'arrivent même pas à manger. Bon, ça c'est presque tout le monde. Et il y a des femmes qui ont fui même sans prendre des pagnes. Oui. Et ce jour-là, j'ai pleuré toute la journée. Et il y a une là qui s'est levée en temps et j'ai vu que son pagne était vraiment, ça n'allait pas. Et je lui ai demandé, elle m'a dit non, qu'en partant, puisqu'on a égorgé son mari devant elle, et en partant, elle n'a même pas pu prendre quelque chose, ni un deuxième pagne. C'est le pagne qu'elle a utilisé pour mettre son bébé au dos seulement et le pagne qu'elle a attaché. Donc, je me suis dit, ok, les gens peuvent donner des vivres, mais ils ne pensent pas aux femmes. Les femmes ont besoin aussi d'un minimum pour vivre dignement. Voilà, donc c'est ce qui m'a motivée à lancer cette collecte-là. Ce n'est pas simple, hein. Pour le cas spécifique des femmes, vous le savez, mensuellement, c'est naturel et logique qu'elles puissent justement prendre soin d'elles en ces périodes donc, de menstrues. Et si vous retrouvez vraiment une femme qui n'arrive pas à trouver le minimum pour justement se protéger, donc c'est difficile. Et moi, je me rappelle du témoignage rapporté par une de nos consoeurs récemment qui était dans un camp de déplacés internes, donc qui a rapporté qu'il y a une femme qui a fait 8 jours sans pouvoir se laver parce qu'il n'y avait pas d'eau. Donc, imaginez si ça coïncide avec votre période de menstru, c'est compliqué et c'est une idée quand même à saluer, raison pour laquelle nous vous recevons sur ce plateau pour en parler. Mais qui est-ce qu'il y a aussi avec vous? Quelles sont les autres femmes qui vous accompagnent aussi pour cette activité? Parce que vous parlez de coalition. Oui, une association ASDAB de Wayukia. D'accord. Voilà, et la présidente s'appelle Sanata Ouedraogo plutôt. Voilà, c'est elle qui, avec elle, on a discuté. Elle m'a dit que à cause de Titao, il y a beaucoup de femmes déplacées, de personnes déplacées internes au niveau de Wayukia. Donc, je me suis dit, ok, pourquoi ne pas associer une association de Wayukia pour pouvoir mener l'activité. Voilà, parce qu'on va plus miser sur Wayukia. Il y a Wayukia, il y a Kaya, il y a Kongosi. Et concrètement, comment la collecte va se faire? Bon, il faut dire que la collecte a débuté depuis février.
Et on a relancé encore en mars, durant le mois de mars. Et d'autres donnent par Orange Money. D'accord. Il y a d'autres aussi qui envoient, mais nous, on préfère les dons en nature. Voilà, on préfère les dons en nature parce que c'est toujours mieux. Parce que quand on parle d'argent, là, c'est comme si vous allez faire autre chose ou non, non. Et moi, j'ai misé mon propre argent. Il y a d'autres qui sont restés à l'extérieur du pays et qui ont aussi contribué. Oui, c'est ça, parce que c'est bien de vouloir qu'on vous apporte des serviettes hygiéniques ou du savon ou du pain, mais pour ceux qui sont quand même à l'extérieur, bon, on peut vous envoyer pour que vous en achetez, pour Tout à ajouter. fait. Et est-ce que vous avez pensé à la distribution après la collecte? Comment vous allez organiser la distribution? Comme je le disais tantôt, on va plus miser sur Wayugia. Parce qu'actuellement, il y a plus de 1000 femmes déplacées internes à Wayugia. Donc, on va plus miser sur Wayugia et Kongoussi. Wayugia et Kongoussi. Et la collecte va jusqu'à quand? On va aller jusqu'au 9. Sinon, ça prenait fin le 30, mais on va aller jusqu'au 9. 9 avril. 9 avril. D'accord. Et maintenant, pour ceux qui sont intéressés, qui souhaitent vous apporter soit des serviettes hygiéniques, soit des pains ou du savon, comment le faire? Est-ce qu'on peut le faire physiquement déjà? Oui. Et où? À Ouagadougou, il D'accord. suffit juste d'appeler et on se déplace vers vous. Hier, on a été à Pissy collecter. Donc, il suffit juste d'appeler les numéros et on va se déplacer vers vous pour réceptionner les dons. D'accord. Et puis, bien sûr, on va donner ces numéros qui sont affichés à l'écran. Donc, il y a des contacts pour ceux qui sont intéressés. Voilà. Donc, à Ouagadougou, c'est moi-même Françoise Sedgo, c'est le 64 32 14 62. OK. Et à Wayugia, c'est Sanata, 66 82 10 60. À Bobo du Lasso, c'est Pauline Bado, 66 44 53 39. Et à Koudgou, c'est Adeline Kaboré, 76 31 10 60. D'accord. Merci bien. Ça veut dire qu'après la collecte, vous allez aller sur le terrain et remettre à ces femmes. Oui. Merci à vous. On va terminer par votre appel à l'endroit de la population burkinabé. Est-ce que pour ces dons-là, ce sont les femmes seulement qui doivent donner ou bien vous attendez tout le monde? J'attends tout le monde parce que la honte d'une femme, c'est la honte de toute une nation. Donc, j'appelle les bonnes volontés à aider parce que les gens pensent à la nourriture. Une fois, on est allé faire des dons et on a donné du riz, un peu d'huile et puis du maïs. Et sur place, il y a des femmes qui ont commencé à cuisiner. Et il y a une qui est venue me dire, Madame, je demande 25 francs pour payer du sel. Ça veut dire qu'on oublie aussi l'essentiel. Et notamment, on a oublié de ce côté-là les femmes et qui n'arrivent pas à vivre dignement. Donc, je lance un appel à toute la population. Ce n'est pas les femmes seulement, mais pour le moment, c'est les femmes qui réagissent. Mais je demande aux hommes aussi, parce que ce sont nos maris, nos frères, nos papas, d'aider aussi. Voilà, parce que les femmes souffrent et tout le monde le sait, mais tant que tu ne pars pas là-bas, tu ne sais pas que c'est une réalité. Voilà, donc Merci à vous. Merci beaucoup. On vous souhaite bonne collecte et que vivement que l'activité se passe bien. Merci. Je rappelle que nous recevions pour vous Françoise Sedego, maquilleuse professionnelle donc de profession, et elle est là sur ce plateau pour nous parler de la coalition des femmes qui organise une collecte de serviettes hygiéniques, pain et savon pour justement distribuer par la suite aux femmes déplacées internes qui rencontrent des difficultés ces temps-ci. On va dire au revoir à Françoise Sedego avec ce clip, le temps de retrouver Serge Youssef Ouedraogo. Nous sommes mardi, vous le savez, chaque mardi, la chronique du jour, c'est la chronique nue sur la société. Aujourd'hui, on s'intéresse aux disparitions d'enfants avec Serge Youssef Ouedraogo.
Il est bien installé sur ce plateau, Serge Youssef Ouidraogo. Bonjour. Bonjour Abzeta. Comment ça va? Dieu merci, ça peut aller. D'accord. Alors Youssef, aujourd'hui on s'intéresse vraiment à un véritable problème qui est d'actualité au Burkina Faso, la disparition des enfants qui prend de l'ampleur. Et on a vu récemment le cas donc, de la petite Karine de Koupela qui a été très médiatisée et fort heureusement qui a été retrouvée juste après. Mais c'est un phénomène qui persiste. Ces temps-ci, il ne se passe que pas une semaine ou en tout cas 2 semaines pour qu'on ne nous parle pas donc de disparition d'enfants. Il n'y a pas que les enfants, hein, il y a des grandes personnes aussi qui sortent ça et là et qu'on ne retrouve pas après. Déjà, qu'est-ce qui explique ce phénomène qui prend de l'ampleur au Burkina Faso? Et déjà, il faut dire que ce phénomène, c'est pas récent. Je sais que avant il y avait ces disparitions, mais ce n'était pas vraiment la manière de nous voyons ça aujourd'hui. Voilà. Parce que un enfant pouvait sortir et ne pas revenir. Et là, l'enfant s'est égaré. Voilà. Quelqu'un peut retrouver l'enfant, il va conduire l'enfant au commissariat ou bien chez quelqu'un pour qu'on fasse un communiqué pour retrouver l'enfant. Mais aujourd'hui, quand on remarque, il y a des gens même qui pourchassent les enfants pour les enlever. C'est ça le problème. C'est le problème. Et quand on va plus loin, et quand on écoute aussi quelques sages, il se dit qu'aujourd'hui, le mot le plus simple, c'est la recherche de l'argent. Voilà. Certains vont plus loin pour dire que, vous savez qu'avant, il y avait la médecine aussi, qui pouvait aussi voir, il y a des gens qui veulent certains organes humains pour faire quelque chose. Mais aujourd'hui, la tendance, surtout les enfants, et surtout il y a, au Burkina, ça c'est encore moins grave. Il y a des petits courtiers où les organes humains sont recherchés pour la richesse. Dans certains pays. Voilà, pour la richesse. Et il y a certains aussi de nos parents et de nos frères aussi qui vont dans ces pays côtiers aussi pour vouloir chercher de l'argent. Donc si on te dit d'envoyer l'organe d'un enfant, un organe humain, voilà, ou bien il y a des jumeaux, faut avoir... donc tout ça c'est compliqué. Donc ça fait que l'enlèvement des enfants aujourd'hui est un phénomène très sérieux que les gens doivent prendre à bras le corps. Les gens veulent chercher l'argent, coûte que coûte avoir l'argent. Ça, c'est la thèse qu'on peut donner. Mais la thèse de la médecine, ça, c'est dans les pays occidentaux parce qu'on se dit qu'il faut avoir le rein, passer un par un malade. Donc, tout ça, ça participe. Mais au Burkina Faso, la tendance que nous remarquons aujourd'hui, là, la perte des enfants, c'est surtout ça, la recherche de l'argent. Parce que tout de suite, tu veux devenir un richard. Pourtant, non. Tu penses que l'explication se trouve au niveau peut-être mystique pour certains qui se disent qu'ils peuvent se servir de l'humain pour notamment faire des choses mystiques et voilà, devenir riches? Oui, une des raisons. Une des raisons. Une des raisons, côté mystique. L'autre raison, ce serait quoi, par exemple? L'autre raison, bon, comme je l'ai tantôt évoqué, côté médecine, voilà, il se peut que souvent quelqu'un a besoin d'un cœur pour transplanter, d'un organe pour les reins. Donc, c'est souvent ça. Et il y a d'autres qui commanditent des recherches à travers certaines personnes. Si vous me trouvez l'organe humain d'un enfant ou bien d'une personne, je vais vous donner tant. Donc, c'est en le sens que c'est un... D'après qu'il y a certaines personnes aussi qui sont, pour le cas spécifique de l'enlèvement des enfants, il y a des femmes, par exemple, qui sont conscientes qu'elles ne peuvent malheureusement pas avoir d'enfants, ou des couples et qui ne peuvent pas malheureusement pas avoir d'enfants, qui décident justement d'enlever un enfant comme ça, souvent même à la naissance, parce qu'il y a des bébés aussi qui disparaissent, pour justement en faire leur enfant. On a ces cas-là aussi. Oui, ces cas, mais on peut avoir des enfants. Il y a des enfants qui veulent même qu'on vienne les aider. Les adopter. Tu parles de l'adoption. L'adoption, au lieu de faire pleurer une autre mère. Notre famille, oui. Donc, il vaut mieux aller à l'action sociale. Vous allez vous arranger avec des papiers bien ficelés et vous adoptez des enfants là-bas. C'est encore mieux que d'aller enlever l'enfant d'autrui qui vraiment n'est pas vraiment votre bien. enfant.
Alors, Youssef, pour ces enlèvements ou ces disparitions qui prennent de l'ampleur aujourd'hui, qui est-ce qu'on doit accuser? Est-ce les parents qui sont vraiment laxistes, qui ne contrôlent pas ou qui ne s'occupent pas assez bien de leurs enfants, ou bien c'est la responsabilité aussi de l'État notamment, ou de nos dirigeants qui n'arrivent pas à protéger toute la population? Là, la première chose qu'on va dire, je l'ai toujours dit ici, l'éducation, c'est à la maison. La responsabilité première, ce sont les parents. Il y a des parents aujourd'hui qui n'ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Il y a des parents qui sont à la recherche du gain, à la recherche de l'argent, et ils oublient les enfants. Il y a que maman ne travaille pas, papa travaille. Maman qui ne travaille même pas, qui est à la maison, ne peut même pas s'occuper de la petite fille ou du petit garçon. Quand vous partez dans les quartiers, surtout périphériques, où je tourne un peu de temps en temps, vous voyez des enfants qui sortent, qui marchent seuls. Où est la maman? Le papa est parti au service. Où est le parti papa est parti au service. Je pense que c'est facile de toujours dire aux enfants de rester à l'intérieur. L'enfant a tendance à toujours rejoindre les autres. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais il y a chaque famille a une stratégie de garder l'enfant pour ne pas... Ou bien si l'enfant veut sortir, accompagné de sa grande sœur, voilà. Essayer de trouver des stratégies. Peut-être qu'il faut ne même pas habituer l'enfant à jouer dehors, par exemple. Il y a des familles, l'enfant ne sort même pas. Si l'enfant veut quelque chose, on va payer pour venir. Mais il y a des familles aussi, c'est le fait de vouloir chercher l'argent coûte que coûte, sortir, ils oublient les enfants. Et paf, quand vous oubliez un enfant, et quelqu'un qui est dehors, qui flatte l'enfant avec biscuits, avec des chewing-gums, il peut aller avec votre enfant facilement. Voilà. Donc ça fait que je dis que la responsabilité première, c'est ça. Vous savez qu'avant, un enfant, quand une grande personne rentre dans une cour, on ne voit jamais les enfants. Les enfants sont dans la chambre. C'est la maman ou le papa qui va dire aux enfants, venez saluer tonton qui est arrivé ou Tandi qui est arrivé. Mais aujourd'hui, quand on tape, c'est l'enfant même qui va vite ouvrir la porte. En ce moment, on peut directement partir. Si quelqu'un veut vous faire du mal, il peut amener votre enfant facilement. Donc, le temps que vous sortez de la maison. Donc l'éducation ici aussi, on doit revoir l'éducation de nos enfants par rapport à tout ce système. Comment éduquer un enfant par rapport à ça? Il faut que les parents revoient l'éducation. Par rapport à l'État, la responsabilité de l'État ici, on va dire que, bon, l'État ne va pas venir d'abord. C'est vous d'abord qui devez faire le nécessaire. S'il y a un problème, que l'État vienne. Voilà. L'État, c'est peut-être dans les écoles où c'est bien structuré. Parce que les enlèvements aussi se passent dans les écoles, notamment dans les écoles. Où c'est bien structuré, où il faut prendre des mesures avec des structures de gardiennage pour garder les lieux, pour que quelqu'un ne peut pas venir, ou bien si vous voulez venir chercher votre enfant, il y a une carte que vous présentez pour prendre votre enfant, qu'on cherche que c'est le papa, ou bien c'est le papa qui a envoyé. Ça, c'est ce que l'État peut faire avec ces différentes structures. L'organisation de l'administration. Voilà. Youssef, on file parce que le temps risque de nous manquer. Maintenant, tu as parlé tantôt de laisser l'enfant à la maison, éviter de le laisser sortir comme ça. Est-ce qu'il faut aussi restreindre les libertés de l'enfant sous prétexte qu'on pourrait l'enlever, donc on le laisse à la maison? Est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas lui priver de ses droits? Oui, déjà quand on dit privé, de liberté, c'est qu'on prive de ses droits. Donc, on ne peut pas dire qu'on va enlever l'enfant ou bien l'enfant va disparaître. Non. Il faudrait seulement se baser sur l'éducation. Si l'éducation est bien bâtie, je pense que l'enfant va comprendre. Si l'enfant a des droits, c'est que l'enfant a des devoirs. L'enfant a des droits, certes, mais l'enfant a des devoirs. Il faudrait dire à l'enfant, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire, voilà. L'enfant va comprendre que j'ai des droits, mais j'ai des devoirs aussi. Il ne faudrait pas qu'on dise aux enfants les droits de l'enfant, et on oublie que l'enfant a des devoirs aussi envers ses parents, et envers lui-même. Ça veut dire que si on arrive à lui expliquer pourquoi, ou bien les raisons pour lesquelles il ne doit pas sortir, c'est pas comme si on voulait te faire la force ou te forcer ou restreindre tes droits. Tu penses que l'enfant peut comprendre et puis voilà. Oui, l'enfant peut comprendre. C'est difficile avec les enfants. C'est difficile. C'est des petits. L'enfant imite ses parents.
L'enfant imite ses parents. Voilà. Si vous pouvez sortir, voilà, et puis ne pas fermer la porte, quoi. L'enfant aussi sort, il vous suit. Le temps que vous en rendez compte que l'enfant vous suit, paf, quelqu'un peut partir avec l'enfant par derrière. Voilà. Mais si vous attrapez la main de votre enfant, vous sortez, vous revenez, vous fermez la porte. L'enfant sait que vous dites à l'enfant, voilà, vu la situation, voilà. Il va comprendre. Voilà. Il va comprendre. Même les enfants de 3 ans comprennent. Vous savez que les enfants maintenant, ils naissent vieux. Alors, Youssef, pour terminer, quelles mesures donc, de protection peut-on envisager vis-à-vis notamment des enfants qui se retrouvent très souvent dans la rue pour diverses raisons? Et pour les mesures, je dirais qu'il faut sensibiliser. Il faut sensibiliser les enfants et pour les dire, si vous ne connaissez pas quelqu'un qui vient vous amener, dites non. Il faut crier. Ne vous laissez pas flatter. Aujourd'hui, il y a vu la situation, vu le phénomène, il y a des sensibilisations dans les différentes écoles, par des théâtres, des sketchs pour montrer aux enfants le phénomène qui prend de l'ampleur. N'allez pas avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quelqu'un qui vient à l'école pour vous chercher, n'allez pas. Par rapport à ceux qui sont dans la rue, je pense que l'ex-ministre de l'Action sociale et de l'Action sociale, Martial, avait, à son temps, avec le gouvernement passé, pris des initiatives pour protéger ces enfants qui sont dans la rue en les amenant dans des centres, pour des formations bien ciblées. Mais je pense que certains n'ont pas compris ça dans le bon sens à un moment donné et le projet n'est pas allé très loin. Sinon, c'était une des mesures aussi qui pouvait protéger les enfants qui sont dans la rue. D'accord, merci à toi Karsama. On me dit que notre temps est terminé. C'est fini pour aujourd'hui. À mardi prochain. Si Dieu le veut. Inch'Allah. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. Rendez-vous demain pour d'autres aventures de l'émission Bonjour le Focus.